Commençons par un paradoxe, fréquent en histoire de l'art. La notion de maniérisme n'existait pas à l'époque qu'elle est censée décrire, à savoir le XVIe siècle. Cette notion, en effet, apparaît tardivement. On la retrouve pour la première fois considérée comme une catégorie historique chez un historien de l'art italien du début du XIXe siècle, Luigi Lanzi, qui parle de maniérismo, qu'il présente comme une caractéristique stylistique en vigueur au XVIe siècle, et qui conduit un certain nombre d'artistes, d'abord florentins puis européens, à s'écarter de l'observation de la nature pour rechercher des compositions complexes, répétant souvent les mêmes formules. Pris en cette acception, le maniérisme apprécie particulièrement la juxtaposition des plans et des figures superposées, avec une prédilection pour les raccourcis, l'allongement idéalisé et dynamique des formes, servi par le goût de la figure, de la ligne ou de la forme serpentine, cher à Michel-Ange, un goût pour les détails, presque miniaturistes, et un certain désintérêt pour l'harmonie d'ensemble. À partir des années 1960, toutefois, les historiens de l'art, sous l'impulsion de l'historien de l'art britannique John Sherman, commencent à émettre des doutes sur la pertinence de ce concept aussi vague et anachronique, censé inclure dans le même courant un grand nombre de manifestations artistiques extrêmement différentes les unes des autres. Une justification peut être donnée de l'abandon de cette notion, aujourd'hui, par la plupart des historiens de l'art sérieux. L'œuvre de Pontormo, qui fait partie de celle qui a le plus souvent été décrite comme maniériste, avec Rosso, Agnolo Bronzino, Alessandro Allori ou Francesco Salviati. Dans les vies de Giorgio Vasari, Pontormo incarne le topos du peintre marginal, dont le caractère mélancolique et excentrique aurait rejailli dans ses œuvres et compliqué ses rapports à la cour des Médicis. Pour Lanzi, Pontormo incarne le maniérisme à lui seul, avec son irrégularité capricieuse, son refus d'une représentation mimétique de la nature, ainsi que son rejet des règles de l'art établies par les premiers peintres de la Renaissance italienne. Cette interprétation peut pourtant être entièrement révisée, mais à condition de s'arracher à la vulgate vasarienne. Grâce aux recherches récemment publiées, notamment par Elizabeth Pilliod, nous savons désormais que Pontormo a été le seul peintre officiel à Florence, sous le règne d'Alexandre de Médicis et durant les premières années de celle de Côme de Médicis, entre 1532 et 1557. Toujours vivant lors de la première édition des Vies de Vasari en 1550, Pontormo est donc l'homme à abattre pour Vasari. Cette position particulière explique que dans la préface du troisième et dernier livre de son recueil de vie, Vasari dresse le panthéon des grands artistes de la première moitié du XVIe siècle, mais en ignorant totalement le nom de Pontormo. Ainsi, dans les quelques pages que Vasari consacre au jugement dernier, que Pontormo peint entre 1546 et 1556 pour la chapelle majeure de l'église San Lorenzo, une œuvre malheureusement détruite en 1742 que nous ne connaissons que par des dessins préparatoires et quelques estampes, Vasari ne se contente pas de colporter des ragots sur les fanfaronnades supposées de Pontormo et d'émettre des doutes sur la clarté d'un programme iconographique qu'il feint de ne pas comprendre. Dans l'un des coins, où se trouvent les 4 évangélistes, nus, avec les livres en leurs mains, il ne me semble pas qu'à un seul endroit, Pontormo ait donné quelque idée d'un ordre de composition, de mesure, de temps, de variété dans les têtes, de diversité dans les couleurs des chairs, ou en un mot d'une règle, d'une proportion ou d'une loi de perspective. Car toute l'œuvre est emplie de figures nues, avec un ordre, un dessin, une invention, une composition, un coloris et une peinture conformes à sa propre façon, et d'une telle mélancolie, et si peu satisfaisante pour celui qui regarde l'œuvre, que je suis déterminé, puisque je ne puis moi-même rien y comprendre, et bien que je sois un peintre, à laisser chacun libre d'en former son propre jugement. La démonstration vasarienne repose ici sur 2 arguments, répétés à l'envi dans son récit biographique. Le caractère fou de Pontormo s'est traduit dans l'irrégularité démente de son œuvre incompréhensible, d'une part, et en présentant une œuvre conforme à sa façon, le peintre florentin s'est excessivement dégagé du modèle naturel et de la bella maniera, d'autre part. Un historien de l'art, qui se saisirait ou se ressaisirait
de la notion de maniérisme pour en faire l'une des caractéristiques de l'art de Pontormo, commettrait en réalité une faute de lecture, tout comme Vasari se rend coupable ici d'une interprétation biaisée. Il suffit en effet de confronter les dessins de Pontormo qui ont été conservés et les remarques de Vasari pour dénoncer l'absurdité de ces dernières. Loin d'ignorer les règles de la perspective, Pontormo, dans ses œuvres, dessinées ou peintes, construit très clairement et de façon parfaitement préméditée ces figures. Leurs disproportions apparentes, leur simplicité ou leurs attitudes répétitives sont destinées en réalité à corriger une configuration spatiale qui oblige le fidèle à la regarder de loin et d'y s'auto-in-sous. Autrement dit, ces figures paraissent difformes, vues de près et de face, mais ces difformités disparaissent dès lors que les figures sont placées en hauteur et à une certaine distance du spectateur. Pontormo se présente ainsi comme un praticien des règles de la correction optique, comme on le dit, qui ont été théorisées dès l'Antiquité par Vitruve, qui faisait alors l'objet d'une redécouverte en Italie et en France, ainsi que d'une série de traductions en langue vernaculaire. Par ailleurs, et sans doute ce détail a-t-il agacé, voire gêné, Vasari, Pontormo cherche à placer sa fresque en émulation directe avec le jugement dernier de Michel-Ange. La figure du Christ, peinte par Pontormo, est d'ailleurs également proche de celle de la mise au tombeau de la National Gallery de Londres, également peinte par Michel-Ange. Pour Pontormo, il s'agit ainsi de se présenter comme le digne héritier du plus grand peintre de la Renaissance italienne, non point comme un irrégulier ou comme un copiste de manière, comme on le disait au XVIIe siècle, mais comme un peintre de l'orthodoxie, un peintre de la belle manière, de la bella maniera. Tandis qu'il serait faux de prétendre que Vasari n'a pas compris l'art de Pontormo, il l'a si bien compris qu'il a cherché, dans sa vie, à noircir systématiquement le tableau d'une carrière et d'un art dont la nouveauté menaçait sans doute le bel édifice théorique qu'il avait édifié autour de Michel-Ange et autour de lui-même, il est légitime de reprocher aux historiens de l'art de reprendre aveuglément la notion de maniérisme qui, construite à partir de cette lecture orientée de l'art florentin du XVIe siècle, propose en réalité une grille de lecture fautive.